Lundi 15 janvier 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle semaine de nouvelles informations avec Viva Événements en version française. Dans les actualités de ce jour, le nouveau gouvernement de Ntsa Christian qui a été présenté hier au Palais d'État Diavelou est composé de 27 ministres, dont 7 femmes et 9 secrétaires d'État. Cette nomination des membres du gouvernement a été attendue par les citoyens. Ces membres qui ont été auditionnés et ont procédé à un entretien préalable et à des évaluations via des experts proposés par le chef du gouvernement. Le processus de recrutement de ces ministres était plus professionnel de façon à valoriser le sens du leadership, les performances académiques ainsi que les expériences professionnelles des futurs ministres, selon le président de la République. L'objectif est de souligner l'importance de leur engagement envers l'intérêt général et une culture axée sur les résultats, raison de la prestation de serment de chaque ministre hier soir. Et quelques faits ont marqué justement l'assistance lors de la nomination des ministres hier soir. Il y a eu la prestation de serment devant le peuple effectuée par les ministres, une grande première, mais aussi les ministres qui ont été remplacés. Il y a ceux qui ont changé de département, mais le plus marquant est la vue des jeunes qui dirigeront le ministère, à savoir le ministre des Affaires étrangères, Assad Arafat-Vaftafk, et le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Max Fontaine. La jeunesse sera l'avenir du pays. Reportage de Judikel Rangénéry et Andouran Zanjaïbe. Au milieu des visages familiers du monde politique, c'est l'image de deux jeunes qui ont marqué l'assistance hier soir. Max Fontaine, 28 ans, nommé ministre de l'Environnement et du Développement durable, un ministère important auquel le président Ndjadzuil a confié depuis lors une responsabilité particulière et de relever son défi de restaurer la couverture forestière de Madagascar. Assad Arafat-Vaftafk, ministre des Affaires étrangères, occupe un poste élevé dans la structure gouvernementale. Un vent de changement souffle. Beaucoup de gens demandent si c'est le tour des jeunes maintenant. Les jeunes peuvent-ils le faire? Le président répond que la jeunesse peut faire la différence. La structure du gouvernement fait montre de dynamisme et de rapidité de travail. Le nombre de ministères a été réduit à 27, tandis que plusieurs secrétariats d'État ont été ajoutés pour gérer des secteurs et des projets qui doivent impacter et rapidement la vie de la population, comme l'électrification des zones rurales, la lutte contre la pauvreté et l'autosuffisance alimentaire, la jeunesse et la lutte contre la drogue, celui chargé de la télécommunication au sein du gouvernement pour accélérer la numérisation afin qu'elle ne retarde pas les services publics et facilite l'accès de la population aux documents gouvernementaux, celui chargé du commerce et de la consommation ainsi que l'artisanat. Ceux-ci ont été installés pour permettre d'avancer plus facilement et plus rapidement, affirme le chef de l'État. Le nouveau gouvernement est actif, prêt à travailler rapidement selon le serment prêté par chaque membre. Les jeunes se lèvent et osent prendre leurs responsabilités. Outre la coopération et l'accomplissement de la responsabilité de chacun, le président Ndjadzuil a affirmé qu'il est impératif d'atteindre l'objectif de développement de Madagascar. Et rappelons dans ce reportage les membres du nouveau gouvernement de Ntsa Christian qui ont été présentés hier. Ce nouveau gouvernement, comme rappelons-le, qui est composé de 27 ministres et de 9 secrétariats d'État. Reportage. Le nouveau gouvernement est composé de 27 membres. Par ailleurs, 9 secrétariats d'État seront nommés ultérieurement selon le président de la République, à savoir le secrétariat d'État en charge du commerce et de la consommation, celui chargé de l'artisanat et des métiers, celui en charge de l'électrification et des ménages, celui en charge de la lutte contre la pauvreté et de l'insertion sociale et celui de la souveraineté alimentaire. Si après les ministres qui composent ce gouvernement de Ntsa Christian, ministre des Forces armées, le général Savé Lalamouza Delphin, ministre des Affaires étrangères, Assad Arafat-Vaftafk, ministre de la Justice, Lande Boulatine Ramanantenassou, ministre de la Décentralisation et de l'Aménagement du Territoire, Nain Andjiatitwain, ministre de l'Économie et des Finances, Rinja Asmbel Raparniena Arson, ministre de l'Intérieur, Toukel Justin, ministre de la Sécurité publique, contrôleur général de police Irlal Rakoutormanen, ministre de l'Industrie et du Commerce Razaf Njava Edgar, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Razaf Yarsan Andjiamananten, ministre de l'Éducation nationale Marie-Michel Saounjamalal, ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle Lalatine Rakoutunjazafi, ministre de la Santé publique Ranjiamanantan Zel Arvelu, ministre de la Population et de la Solidarité, Ing Elisette, ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Joël Rangiamanjantou,
ministre du Développement numérique, de la transformation digitale, des postes et des télécommunications, Taïn Razafoudjamal, ministre de l'Énergie et des hydrocarbures, Olivier Jean-Baptiste, ministre des Travaux publics, Jemiaza Anjiana Chain, ministre des Transports et de la Météorologie, Ramouza Velmanabao Valérie, ministre du Travail, de la Fonction publique et de la Loi sociale, Razakabona Anchaftiavan, ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, Ravouka Chafidniav. Ministre de la Pêche et de l'Économie bleue, Matante Paubert, ministre des Mines, Rakout Malala Irnjain Olivier, ministre de la Communication et de la Culture, Adjiamananour Augustin, ministre de la Jeunesse et des Sports, André Azaré Simp, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Max Fontaine, ministre délégué chargé de la Gendarmerie nationale, Rakout Njazaka Anjia Sarafar Anjiamitouvi. Restant toujours au niveau du gouvernement, quelques départements ministériels ont effectué leur passation de fonction aujourd'hui après la nomination hier de ces membres du gouvernement menés par le Premier ministre Ntsa Christian. Il s'agit entre autres de la passation entre l'ancien ministre de la Défense nationale, le général Rakotorzo Nadzuswa, qui a été remplacé par le général de division Saïvé Lulalamunza Delphin, devenu ministre des Forces armées. Le ministre de la Sécurité publique sortant, Rafan Mezansour Ndjenarsan, et celui entrant, le ministre Kotorman Irlal, le ministre de l'Environnement et du Développement durable sortant, Vinamarie Orléa, remplacé par Max Fontaine, et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique sortant, Elia Béatrice Assomakou, et celui entrant, Raza Fersan Anji Amananten. La passation de fonction entre le ministre de la Fonction publique, de l'Emploi, du Travail et des Lois sociales, le sortant, Jean Bosco Riftine, et celui entrant de la ministre Raza Kabona Anchaftiavana. Toujours dans cette page politique, la coopération ainsi que la fraternité déjà existante depuis longtemps entre le Sénat de Madagascar et le Sénat français se poursuivront. C'est ce qui a été évoqué lors de la visite de courtoisie effectuée par l'ambassadeur de France à Madagascar, Guiwa Arnaud, au président du Sénat, le général Richard Ravalman, ce matin au palais d'Anouskil. Les assises de la coopération décentralisée qui se tiendront à Madagascar au deuxième semestre de cette année et placées sous le patronage du chef de la Chambre haute Malagasy ont été également discutées par les deux personnalités lors de leur rencontre de ce jour. Ces assises permettront de renforcer les expériences et d'améliorer davantage le partenariat entre les collectivités territoriales décentralisées des deux pays. Une commission technique sera mise en place incessamment en vue de préparer ces assises. Explication. Le Sénat malgache et le Sénat français ont une très longue expérience et une très longue tradition d'échange, de dialogue. Et pour un ambassadeur, les relations interparlementaires sont très importantes et c'était pour moi essentiel de venir m'entretenir avec le président du Sénat. Nous avons fait connaissance, mais nous avons d'ores et déjà évoqué des sujets très concrets de coopération et j'en retiens beaucoup d'enthousiasme et de volonté, là aussi, que Madagascar et la France en fassent davantage en 2024. Et nous souhaitons qu'en 2024, à nouveau, des échanges parlementaires puissent avoir lieu. Nous avons notamment abordé un sujet très important qui sont les assises de la coopération décentralisée. Les Sénats français et malgaches sont les chambres des territoires et nous avons, la France et Madagascar, une coopération décentralisée extrêmement active, alors qu'il n'est pas une coopération d'État à État, qui est une coopération de région à région, de mairie à mairie, et nous sommes convenus qu'au deuxième semestre 2024, après les élections locales qui vont se tenir à Madagascar, nous puissions organiser des assises de la coopération décentralisée sous le patronage des deux présidents du Sénat pour valoriser et dynamiser cette coopération entre les collectivités locales, malgaches et françaises. Et dans la page économique de ce soir, les exportations de textiles représentent 16% des exportations malagasy, se classant au troisième rang derrière l'exportation de nickel et de cobalt, ainsi que celle de la vanille et de clous de girofle, selon les rapports de la Direction générale des douanes. C'est aussi le secteur le plus productif du pays. Madagascar fait encore partie des pays bénéficiant cette année de l'exonération des droits de douane pour les exportations vers les États-Unis via l'AGOA et se bat encore pour que cela perdure pendant les 10 prochaines années. Toutefois, c'est le Congrès américain qui a le dernier mot. Reportage de Ruth Christelle Rakout-Malal. 406 millions de dollars de recettes ont été enregistrés dans la caisse de l'État suite à l'exportation de vêtements fabriqués localement vers les États-Unis en 2022.
Cela place Madagascar au deuxième rang en Afrique subsaharienne, parmi les pays qui ne payent pas de droits de douane à travers l'AGOA. Le Kenya, quant à lui, occupe la première place. 47 entreprises malagasy qui exportent des marchandises bénéficient de l'exonération des droits de douane vers les États-Unis et 90 000 emplois ont été créés à Madagascar grâce à l'AGOA. Madagascar est encore bénéficiaire de l'AGOA cette année et le ministère de l'Industrie et du Commerce se bat pour que cela dure pour les 10 prochaines années. Outre les textiles, les États-Unis reçoivent également des produits artisanaux, des produits alimentaires et des huiles essentielles provenant de Madagascar. Dans les actualités de ce jour également, le 6e arrondissement n'a pas été oublié par l'État. Cette circonscription de la capitale a bénéficié de plusieurs infrastructures dans divers secteurs comme la santé, l'éducation ou encore les routes. Des infrastructures de proximité qui aident la population au quotidien. Reportage de Findessena Mireille et Yves Janel. Le 6e arrondissement n'a pas été oublié par l'État en matière d'infrastructures. Bon nombre de réalisations y ont été effectuées. Des infrastructures dont les habitants se plaignaient auparavant, mais qui ont été réhabilitées actuellement. Ces réalisations ne se sont pas arrêtées à la réhabilitation des routes, mais aussi aux infrastructures qui répondent aux besoins de la population au quotidien, comme les CSB2 Manarapench à Anjanmain, les EPP Manarapench et bien d'autres, souligne le député élu dans la circonscription du 6e arrondissement de la capitale, Hakutorman La Maxime. Selon les explications, bon nombre d'infrastructures restent à faire pour cette année. Le 6e arrondissement soutient toujours les efforts effectués par l'État, affirme le député élu sous la bannière orange. Cet arrondissement a eu un taux élevé de participation à l'élection dans la capitale. Et dans l'actualité sportive de ce soir, le club Disciple FC a remporté le tournoi de pré-saison GTA, grand tournoi d'Antananarivo organisé par la Ligue de football de Nalamanque en battant la jeune équipe de l'US Pro Academy au tir au but de 5-3. Ce tournoi vise notamment à préparer les équipes qui participeront aux divers championnats de Madagascar pour cette année 2024. Anza Razonarvelu. Le stade d'Elgeco plus Bypass était rempli de monde ce dimanche lors de la finale du grand tournoi d'Antananarivo ou GTA, au cours de laquelle se sont affrontés l'US Pro et le Disciple FC. C'était l'US Pro qui a ouvert le score à la 31e minute sur une contre-attaque lancée par Sitchek et achevée par Ezra. Les occasions nettes étaient du côté des US Pro, avec 3 occasions ratées devant le but, mais avec l'expérience du Disciple FC, le match a été relancé dès les premières minutes de la seconde période, car Ludovic a mis une tête hors de portée de Louvre à la 46e minute de jeu. Malgré les occasions, le score en restera là jusqu'à la fin des 90 minutes réglementaires et même après les prolongations. Les deux équipes ont dû se départager par la séance des tirs au but. Les joueurs du Disciple FC se sont montrés plus adroits en convertissant leurs 5 tirs pour décrocher le titre de champion du grand tournoi d'Antananarivo. Il convient de rappeler que cette compétition vise notamment à préparer les équipes qui participeront aux divers championnats de Madagascar pour cette année 2024. Et dans les actualités internationales de ce soir, l'alerte violette a été levée aujourd'hui sur l'île de la Réunion, permettant aux secours d'intervenir et d'évaluer les dégâts du cyclone Bellal au parcours moins cataclysmique que prévu, même si un décès a été confirmé. France 24 nous en dit plus. Les prévisions étaient extrêmement alarmistes et là où je parle, c'est plutôt le soulagement puisque nous, une ville à l'ouest, on n'a pas l'habitude de réceptionner les cyclones dans ce sens-là. Et on sait que la direction du cyclone ouest-est était préjudiciable pour nous. Heureusement, il y a eu un faiblissement avant de toucher la Réunion. Mais on a subi les effets du vent, plus de 215 km/h recensés sur les hauts de la commune, de la houle, avec des creux des vagues de 8 à 9 mètres qui ont déferlé sur le territoire. Et bien sûr, des inondations au niveau des pluies, on a atteint des niveaux quand même exceptionnels avec plus de 576 mm en 24 heures. Donc on a dû évacuer un certain nombre de populations sur le littoral pendant la nuit, puisque l'alerte violette ne permettait plus d'intervenir en cas de besoin. Et c'est vrai, cette alerte violette a permis de geler les circulations et de préserver tout le monde. Mais en même temps, il y a aussi des interventions qui devaient se faire, notamment une femme enceinte qui a accouché chez elle
et qui a mis au monde une petite fille. Et c'est pour ça que la levée de l'alerte violette a permis après aux pompiers, au SAMU de pouvoir intervenir et de faire les premiers examens au bébé. Le vent souffle encore avec des rafales de 150-170 km/h. Donc je ne sais pas si vous entendez dehors, ça souffle encore beaucoup. Mais les reconnaissances avec la police municipale permettent de repérer les arbres couchés, de remettre en état la voirie, de prédisposer des tractopelles pour dégager les voies. Parce que quand le préfet rétrogradera de rouge à orange, on sait bien que la population va pouvoir sortir et il faut que tout cela soit prévu et organisé. Que ça a encore augmenté, plus de 100 000 personnes sans électricité, donc des lignes haute tension qui ont été touchées et donc EDF fait les repérages pour pouvoir réparer dans les meilleurs délais. Quand on n'a pas d'électricité, ça veut dire aussi que l'approvisionnement en eau est pénalisé, puisqu'on a besoin de l'électricité. Donc ça aussi, c'est des choses qui sont habituelles, mais c'est une course contre la montre parce que être privé d'eau ou d'électricité, après toute cette période de confinement, il faut vraiment que là, tous les services se mettent en œuvre pour redonner l'électricité et l'eau. Alors le sans-abri, la gendarmerie, a priori, lui avait proposé d'aller dans les centres d'hébergement, il n'a pas souhaité, mais le lien de cause à effet entre le cyclone et la mort n'est pas encore avéré, donc il y a une enquête qui est menée actuellement. Merci beaucoup Emmanuel Séraphin, merci pour ces plutôt bonnes nouvelles. Et le Hamas palestinien a annoncé aujourd'hui un bilan de 24 100 morts dans des bombardements israéliens sur la bande de Gaza au 101e jour d'une guerre qui a provoqué une onde de choc dans la région. Toujours un reportage de France 24. L'aube se lève sur la bande de Gaza après une nouvelle nuit de bombardements israéliens. Selon le Hamas, les frappes ont visé principalement les localités de Khan Younes et de Rafah au sud, où l'armée israélienne concentre désormais son offensive, mais aussi la ville de Gaza. L'armée israélienne a publié ces images de ces frappes nocturnes. Des frappes en plus d'opérations au sol comme ici à Khan Younes. Le Hamas, lui, publie ces images de tirs de roquettes sur le territoire israélien. À Rafah, cet homme qui a connu la Nakba de 1948, l'exil des Palestiniens lors de la création de l'État d'Israël, dit qu'il n'a jamais connu un tel conflit. Nous n'avons jamais vu tant de gens, tant de destruction. Ils ont rasé la ville de Gaza, Khan Younes et Rafah. Nous n'avons jamais vu cela en 1948. Nous avons surtout dû affronter les déplacements et la peur. Tandis que plus de 130 otages sont encore en captivité entre les mains du Hamas, l'organisation a diffusé une vidéo non datée montrant 3 d'entre eux. Dans cette vidéo, le porte-parole de la branche armée du Hamas affirme que beaucoup d'otages ont probablement été tués récemment et que selon lui, l'armée israélienne en porte l'entière responsabilité. Mais du côté du gouvernement israélien, ramener les otages reste une priorité. Nous n'abandonnons personne. Nous faisons tout pour ramener tout le monde à la maison. Mais sans l'ombre d'un doute, nous devons faire cette guerre. Et elle va durer encore de nombreux mois. Car l'autre but de guerre israélien reste la destruction du Hamas. Selon l'organisation classée comme terroriste par les États-Unis et l'Union européenne et qui gouverne le territoire, cette guerre a déjà tué 1/100 de la population. Et pour terminer cette page sociale, une femme a été tuée et au moins 13 autres personnes blessées dans un attentat à la voiture bélier à Ra'anana centre ce lundi, ont annoncé les services de secours et la police israélienne qui a ajouté avoir arrêté 2 suspects palestiniens. France 24 toujours. Oui, cela a eu lieu dans la ville de Ra'anana, au centre d'Israël. Selon les autorités israéliennes, il y a 19 blessés, dont 3 dans un état grave. Et cette attaque aurait lieu dans 3 lieux différents, avec 3 véhicules différents. C'est à la fois une attaque à la voiture bélier et une attaque au couteau. La police appelle les habitants à la vigilance. Le maire de Ra'anana leur demande de ne pas sortir de chez eux. À l'heure actuelle, le caractère terroriste potentiel de l'attaque n'est pas certain, selon la police israélienne, qui annonce néanmoins
moins avoir arrêté un Palestinien. Et puis la situation sécuritaire est aussi extrêmement préoccupante en Cisjordanie occupée. Cette nuit, 25 étudiants, dont 9 affiliés au Hamas, ont été arrêtés à l'université de Naplouse, en territoire palestinien. Et puis Israël a annoncé qu'une unité d'élite d'Ouvdevan sera déplacée de Gaza vers la Cisjordanie par crainte d'une explosion. Je cite, cette unité est celle spécialisée dans les opérations antiterroristes. Habituellement, avant la guerre, elles étaient principalement déployées en Cisjordanie occupée, mais à partir du 7 octobre et cette opération massive dans la bande de Gaza, toutes avaient été envoyées à Gaza. Ce changement stratégique montre donc que la Cisjordanie est aussi une question importante pour l'État israélien. Et puis les raids de l'armée israélienne en territoire palestinien occupé adviennent désormais presque chaque nuit, ce qui participe à radicaliser une partie de la population palestinienne, notamment celle qui vit dans les camps de réfugiés. Cela entraîne une spirale de violence qui menace de s'embraser à tout moment. Ainsi s'achève cette édition pour ce soir, mesdames et messieurs. Très bonne continuation et très bonne soirée sur Viva. À très bientôt.